L'unique. Chapitre 8. L'éclair de la réflexion. Foudre dans l'esprit. Un mot perce le silence, la ruse cache le vrai. Dès qu'il le peut, les invités ayant été conduits dans les chambres d'amis, Irénée se met à la vaisselle. Gigantesque ce soir-là, de l'excellente paella d'Aimée. C'était sa collaboration habituelle aux contraintes de la cuisine. Il rejoint ensuite sa femme, au lit, avec un roman de Laurence Durel. Lui retirant délicatement son livre des mains, il l'embrasse sur le front, puis la complimente pour le succulent repas du soir. Ensemble, ils évoquent brièvement le programme du lendemain, destiné à leurs amis. Cascade de l'Aspromonte et visite du Musaba, cet étonnant et gigantesque musée contemporain, fondé par un multi-artiste, ancien hippie calabrais, installé dans les restes rénovés par ses soins d'un monastère ancien. Vaste ensemble d'une grande richesse en peinture, sculpture et aménagement des lieux, qui avait eu à chacune de ses visites un effet bénéfique sur Irénée, de par sa fraîcheur, son originalité, sa richesse de formes, de couleurs, d'inspiration, mais aussi par le climat particulier du cadre dans lequel se trouve ce lieu. Cette montagne calabraise, proche de la mer, au relief totalement anarchique, Dieu, si Dieu il y a, semble y avoir jeté forêts et massifs montagneux un jour de grande colère. À l'évocation du Musaba, se remémorant ses pièces maîtresses, dont un haut plafond en dôme façon chapelle Sixtine, Irénée se dit que ce lieu est tout autant improbable que le flou de Zippi. Si l'un était réel, alors pourquoi pas l'autre? Il remet le livre entre les mains d'Aimée, puis s'empare du sien, et s'y immerge totalement comme on le fait d'un bain chaud et parfumé. Une fois rentré chez lui, réfugié dans sa chambre, Zippi, bien qu'un peu débité du fait de leur échec, se sentait d'une certaine manière rassuré. La réalité n'était pas si fragile que ça. Rétrospectivement, il s'interrogeait. Comment lui, et surtout Éonie, aurait-il réagi si ce flou, dont lui-même commençait à douter, ce flou impossible, leur était apparu, chacun pouvant être alors le témoin de l'autre. Un léger frisson lui parcourt la nuque, mais il ne mit pas très longtemps à reprendre un peu d'assurance et à se replonger dans leurs tentatives infructueuses. Il se demandait si Éonie et lui n'avaient pas écarté dans leurs expériences des éléments indispensables à l'apparition du phénomène, et auxquels, lui, n'avait pas fait attention au moment clé du flou. Une heure durant, il resta étendu sur son lit, perdu dans un labyrinthe de pensées, cherchant, il n'avait pas vraiment envie d'avoir recours au rasoir, comment il pouvait améliorer l'expérience tentée dans le laboratoire. Le soir venu, la tête pleine d'étourdissement, il retrouva le reste de sa famille à table, alors qu'une dispute se faisait jour entre sa mère et sa sœur. « Je suis désolé de revenir sur notre conversation d'hier, mais je ne veux plus que tu profites de mon absence pour partir à l'école fardée comme une démonstratrice de parfumerie. »« Mais maman, puisque je te dis que c'était pour rigoler, l'unique fois de l'année où pour gagner un pari, je mets un peu plus de mascara sur les cils et du rouge sur les lèvres, il faut que tu me tombes dessus à la sortie des cours en me faisant honte devant les copines. Tu veux me faire croire que le jour précisément où je décide de venir te chercher à l'école, c'est le seul où tu as forcé à ce point sur le maquillage? Je t'assure que c'est bien ce qui s'est passé. D'ailleurs aujourd'hui, t'as bien vu. T'es parti de bonne heure. J'aurais pu encore me maquiller comme je voulais. T'es venu me surprendre au collège, n'est-ce pas? Et j'étais comment, hein? Ça ne veut rien dire du tout. Et tu le sais très bien. Je sais ma fille assez maline pour avoir deviné que je lui tendais un piège. Il est rare que
partent si tôt le matin. Ça a dû te mettre la puce à l'oreille. » La dernière phrase, prononcée par sa mère, lui resta gravée dans l'esprit, et Ozipi ne comprenait pas pourquoi elle tournait en boucle et résonnait, telle l'annonce d'un vol imminent dans une aérogare. « Tu es assez maline pour avoir deviné que je te tendais un piège. » Pendant tout le repas, Ozipi ressassa ces paroles. Comme les enfants mâchonnent interminablement des morceaux de viande un peu filandreuse qu'ils ont de la peine à avaler. Il ne trouva même pas le temps de se quereller avec sa sœur. Il est vrai que depuis quelques semaines, leurs accrochages étaient de plus en plus rares. Jimipi avait beau l'asticoter comme elle savait si bien le faire, touchant d'instinct les endroits sensibles qui le faisaient d'ordinaire réagir au quart de tour, depuis quelque temps, ses propos se perdaient le plus souvent dans une indifférence et une passivité totale. Transparence, un rayon de lumière à travers une vitre. Elle avait fini par renoncer. Visiblement, son frère avait la tête ailleurs. Et rien n'était plus vrai. L'éclair se fit dans la tête d'Ozipi au moment du dessert, une tarte au fromage façon Lorraine, sur laquelle d'habitude il se serait jeté après avoir tenté pendant tout le repas d'y plonger discrètement le doigt. Cette fois-ci, depuis son arrivée à table, il n'avait pas même levé un œil sur cette douceur. Au moment précis où sa mère lui proposa, anticipant sur sa demande habituelle, à savoir quasiment le quart du gâteau, Ozipi fit le rapprochement entre ce qu'elle avait déclaré à sa sœur et le problème qui le préoccupait tant depuis le matin. Une voix intérieure lui murmurait « Et si ce quelque chose responsable du mystérieux phénomène était quelqu'un de suffisamment malin pour avoir deviné que tu lui tendais un piège ?» Cette pensée déstabilisante, aux ramifications complexes, se frayait un chemin en lui. Peu à peu, il en cernait les implications, les conséquences indirectes. À partir d'une phrase anodine, il sentait un gouffre se creuser. Mais qui, ou que, pourrait bien être cette entité suffisamment malicieuse et habile pour, d'une part, vouloir le tromper, et de l'autre, deviner si facilement ses intentions. Telles étaient les pensées qui habitaient Ozipi, alors qu'il engloutissait mécaniquement l'énorme part de tarte que sa mère lui avait servie, sans prendre apparemment aucun plaisir à l'ingestion de son dessert favori. Katek, 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 katek. À la lecture de cette dernière phrase, le ventre d'Irénée émet un gargouillement caractéristique, qui le détourne des dernières préoccupations d'Ozipi. La part de tarte engloutie par l'adolescent lui a donné faim. Sortant délicatement du lit, pour ne pas déranger sa compagne absorbée par sa lecture, il va voir, dans la cuisine, si le réfrigérateur contient un reste de dessert. Un morceau de flan à la vanille fait l'affaire, qu'il avale en quelques bouchées. Ce n'est qu'après avoir bu un verre d'eau, pour aider à la digestion, qu'Irénée s'étonne de cette fringale soudaine. Il se demande si quelque chose en lui n'a pas trouvé un prétexte pour aller lire au calme, sans risquer d'être interrompu par Aimée. Sa femme ayant l'habitude de lui lire, sans prévenir, lorsque l'envie lui venait, un passage qui lui avait particulièrement plu de son roman, et celui qu'elle tenait actuellement entre les mains en regorgeait. Le fait qu'il soit sorti de la chambre avec son Ozipi à la main semble accréditer cette hypothèse et fait apparaître un léger sourire sur ses lèvres. N'ayant pas de carnet sous la main, ouvrant son livre, il écrit dans la marge du passage où sa lecture s'était arrêtée ce que lui inspire ce sourire. Au dessin des lèvres, rien n'échappe de nos pensées. À la mer, le mouvement de la moindre goutte d'eau. Se rendant alors
au désir inconscient qu'il venait de percer à jour, Irénée va s'asseoir dans un des fauteuils du salon et reprend sa lecture.